Votre région d'origine peut façonner votre vie de manière tout à fait inattendue et surprenante, y compris vos risques réels de vous retrouver avec des bouchons de cérumen dans l'oreille. Si vous venez d'Asie de l'Est, votre cérumen sera ainsi presque à coup sûr entièrement sec et blanchâtre. Et si vous venez d'Europe, d'Afrique ou des Amériques, laissez-moi deviner, votre cérumen est plutôt jaune et collant, n'est-ce pas? Si c'est votre cas, j'ai une nouvelle pas très agréable à vous annoncer. Vous risquez bien plus d'avoir les conduits auditifs bouchés que vos amis d'Asie de l'Est. Le cérumen collant s'agglutine et ramasse poussière et débris dans le conduit auditif. Voilà un bouchon. Y enfoncer un coton-tige ou des écouteurs ne fait qu'aggraver la situation. Et le cérumen sec, plus friable, s'évacue beaucoup plus facilement du conduit auditif. Les scientifiques ont découvert que cette différence dépend d'un seul gène, nommé ABCC11. Si vous héritez de 2 copies de la version A de ce gène, vos cellules ne libèrent pas certaines molécules grasses et huileuses, ce qui vous donne un cérumen parfaitement sec. Avec au moins une version G, ces molécules grasses sont sécrétées, donnant un cérumen humide. Ce gène ne s'arrête pas à vos oreilles. Il contrôle aussi un type précis de glandes sudoripares, les glandes apocrines. Elles ne servent pas à vous rafraîchir comme les glandes ordinaires. À la place, elles libèrent un fluide plus épais, gorgé de protéines et de lipides. Ces sécrétions sont inodores, mais les bactéries s'en régalent comme un buffet à volonté et leur rejet crée ce qu'on appelle la sueur. Si votre gène ABCC11 bloque ces lipides, les bactéries n'ont rien à manger et votre sueur reste quasi inodore. Voilà qui explique pourquoi tant de personnes ayant un cérumen sec n'ont pas vraiment besoin de déodorant. Elles transpirent toujours, mais cette sueur ne se transforme pas en odeur de la même manière. C'est aussi pour cela que la culture du déodorant a totalement explosé dans certaines régions, alors qu'elle existait à peine ailleurs. En Asie de l'Est d'abord, avant l'arrivée du marketing mondial. Le cérumen sec n'est pas juste courant en Asie de l'Est, il y est dominant. En Corée, en Chine ou au Japon, la majorité des gens portent cette variante génétique A. La cartographie génétique montre que cette mutation est probablement apparue en Asie du Nord-Est, il y a des dizaines de milliers d'années, avant de se propager lentement avec les migrations humaines. Un gène ne se répand jamais sans raison. L'évolution biologique ne conserve que ce qui vous aide véritablement à survivre ou à vous reproduire. Quel était donc l'avantage décisif? Une théorie scientifique pointe directement le climat. Dans l'Asie du Nord-Est de l'époque, le froid régnant était absolument brutal et redoutable. Par grand froid, une sueur qui ne s'évapore pas devient un vrai danger. Moins de sécrétions grasses permet à la sueur de sécher plus vite, réduisant la perte de chaleur et le risque d'hypothermie. Une autre théorie lie l'odeur au danger. Une forte odeur corporelle rend plus facile à traquer, par d'autres humains comme par les prédateurs. En forêt dense ou dans la neige où le son s'étouffe, l'odeur devient un signal évident, indiquant une proie facile. Moins d'odeur signifiait donc moins de mauvaises rencontres. Ce qui rend cette histoire si captivante, c'est sa rareté. La plupart des traits visibles ne viennent pas d'un seul gène. La taille, le teint ou l'intelligence mobilisent des centaines, voire des milliers de gènes collaborant comme un orchestre. Mais pour le cérumen, c'est juste une faute de frappe dans votre ADN. Modifiez une seule lettre et votre corps exécute un tout autre programme. Évitons les mythes d'Internet et soyons bien clairs là-dessus. Un cérumen sec n'est pas synonyme de propreté. Un cérumen humide ne traduit pas une mauvaise hygiène. Produire une odeur est une chose, la sentir en est une autre. Des populations portent des variations qui les rendent très sensibles à certaines odeurs, tandis que d'autres les perçoivent à peine. Ainsi, une personne dira « ça sent fort » quand une autre ne sentira rien. Certaines personnes souffrent d'une affection appelée hyperosmie, c'est-à-dire un odorat anormalement développé. Ce trait reste assez rare et les chercheurs tentent encore de le comprendre, mais la génétique y joue très clairement un rôle déterminant. Certaines mutations génétiques modifient la manière dont les cellules nerveuses olfactives se développent et la façon dont les molécules odorantes parviennent jusqu'aux récepteurs du nez. Certains nez très sensibles associent même des odeurs, comme la sueur, à des conséquences négatives et à de très mauvais souvenirs. Dans le cas précis des odeurs, la culture vient directement se construire par-dessus la biologie. Si moins de personnes dégagent une forte odeur corporelle, les sociétés développent alors des normes d'hygiène différentes, d'autres usages du parfum et de toutes nouvelles attentes sociales concernant les senteurs.
L'odeur corporelle n'a rien à voir avec la sueur produite. Tout dépend des bactéries, pas du liquide. Et le déodorant n'arrête pas la transpiration, mais perturbe surtout les bactéries pour les empêcher d'organiser leur festival d'odeurs nauséabondes. Si toute cette histoire vous paraît étrangement familière, c'est parce qu'elle s'inscrit en réalité dans un schéma bien plus vaste. Votre corps exécute en permanence en arrière-plan un vieux code rédigé il y a des milliers d'années par des ancêtres qui ignoraient tout de ce qu'était l'ADN. Vous vous promenez littéralement avec ce logiciel ancien qui décide en silence et en toute discrétion de la façon dont vous vivez votre quotidien moderne. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes qui croquent dans de la coriandre trouvent qu'elle a exactement un goût de savon? Ce n'est pas dans votre tête, cela a aussi un lien direct avec vos gènes. La coriandre contient des composés chimiques naturels appelés aldéhydes, qui lui confèrent ce parfum frais et cette saveur citronnée que la plupart des gens apprécient tant. Cependant, chez certaines personnes, ces mêmes aldéhydes activent des récepteurs olfactifs dans le nez qui donnent à cette herbe un goût écrasant de savon, voire tout à fait infect et nauséabond. Les études scientifiques indiquent qu'entre environ 3 et 21% des individus perçoivent ce goût de savon, selon leurs origines ancestrales et génétiques. Voilà exactement pourquoi, au sein d'une même famille, certains membres adorent passionnément la coriandre, tandis que d'autres la détestent absolument. La génétique n'est absolument pas le seul facteur en jeu. L'imprégnation culturelle et la fréquence à laquelle vous mangez de la coriandre influencent votre perception gustative. Mais votre ADN fournit toujours la sensibilité de base. Fait intéressant, la sensation savonneuse ne semble pas du tout apparaître avec les graines de coriandre, qui sont en réalité les fruits séchés de cette même plante. Elles sont en effet totalement dépourvues du même mélange d'aldéhydes. L'intolérance au lactose découle elle aussi de seulement quelques petits réglages génétiques. Jadis, notre monde était un endroit où presque tous les adultes souffraient de terribles crampes d'estomac à cause du lait, car à l'époque, c'était tout simplement la norme. Après l'ère glaciaire, l'humain ne digérait le lactose qu'au stade de bébé. Dès que nous arrêtions l'allaitement, notre organisme cessait de fabriquer l'enzyme qui décompose le lactose, appelée lactase. Cela signifiait donc que la plupart des adultes devenaient intolérants au lactose, même s'ils raffolaient du fromage ou du yaourt. Puis, il y a environ 10 000 ans, au tout premier début de l'agriculture, les humains ont commencé à domestiquer des animaux, comme les vaches, les brebis et les chèvres, leur offrant ainsi un apport régulier et continu en lait. Mais c'est là que réside toute la surprise. Les anciens Européens buvaient de grandes quantités de lait, bien avant que leur corps n'évolue pour pouvoir le digérer à l'âge adulte. Ils en buvaient abondamment, sans l'enzyme lactase, et beaucoup ne s'en plaignaient vraiment pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Cela s'explique sans doute en partie par le fait que les produits laitiers fermentés, comme le fromage et le yaourt, contiennent beaucoup moins de lactose que le lait frais. Alors, pourquoi la tolérance au lactose s'est-elle autant répandue ? De nouvelles recherches suggèrent que ce n'était pas seulement parce que les produits laitiers étaient savoureux ou nutritifs. Lorsque les récoltes manquaient ou que la maladie ravageait les communautés, pouvoir digérer le lactose offrait un net avantage. Le lactose non digéré retient l'eau dans les intestins et cause de graves troubles en cas de maladie, réduisant drastiquement les chances de survie. Ceux qui toléraient le lait avaient donc plus de chances de survivre. Cette modification génétique, où la production de lactase ne s'interrompt pas après l'enfance, s'appelle la persistance de la lactase. Elle a transformé le lait d'une expérience risquée en une source fiable de calories pour de nombreuses populations. Aujourd'hui, ce trait est extrêmement répandu chez les Européens du Nord et certains groupes africains ayant une longue tradition d'élevage laitier, mais il se révèle bien plus rare chez les Asiatiques de l'Est et de nombreux peuples autochtones. Comme vous le voyez, la capacité de boire du lait à l'âge adulte n'est pas simplement apparue parce que quelqu'un aimait ses céréales avec du lait. Elle s'est propagée sous la pression vitale de la survie, modifiant en profondeur la manière dont les humains ont évolué aux côtés des animaux avec lesquels ils vivaient. Alors la prochaine fois que quelqu'un plaisante sur le cérumen ou la transpiration, songez à ce qui se passe réellement. Vous contemplez l'évolution humaine en direct, pas des fossiles ni des ossements, mais une biologie bien vivante, forgée par le climat, la survie, les migrations et le pur hasard. Une infime lettre génétique a redéfini le quotidien de millions de personnes sans que personne ne s'en aperçoive.